Le prieuré de Sion serait une société secrète agissant dans l'ombre, prétendument puissante, dont la mission est la protection d'un trésor ancien et sacré. Un trésor qui, d'après les propres dires de l'organisation, mettrait le Vatican et la chrétienté à genoux s'il était un jour révélé. L'existence de cette organisation a été révélée dans le roman à succès de Dan Brown, le Da Vinci Code. Nombreux sont convaincus de son existence. Le prieuré de Sion est bien réel et existe toujours. Je connais les noms de 9 de ses membres actuels. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Elle est composée de peu de personnes, mais c'est une façade pour d'autres organisations. C'est une société qui a ses secrets. Des rituels secrets ayant une base ésotérique remontant à plus de 15 siècles probablement. Qui sont les membres de cette société? Et si elle existe, quel est son objectif? Notre objectif principal a toujours été de superviser l'évolution de l'homme. Rien d'autre. Le prieuré prétend que sa création date d'il y a plus de 1000 ans. La création de cette société remonterait à l'époque des croisades. Elle serait dirigée par ce qu'on appelle les grands maîtres. Et De Vinci et Isaac Newton l'auraient été. L'organisation prétend également protéger un trésor sacré. Ce trésor est soit le corps de Jésus, soit celui de Marie-Madeleine, soit des documents, des preuves écrites, des évangiles qui prouveraient que la réalité historique est différente de celle contée dans la Bible. Nous avons même rencontré un homme qui se dit membre de cette organisation. Le prieuré de Sion est un groupe, un cercle, c'est le mot exact, non structuré, donc qui travaille, dont l'objet de travailler sur une recherche spirituelle, occulte même. L'existence du prieuré de Sion est révélée au grand public à la fin des années 70, suite à la publication du roman à succès L'énigme sacrée. Ce roman suscita la controverse, car il prétendait que Jésus ne serait pas mort sur la croix, qu'il se serait marié et aurait même fondé une famille avec Marie-Madeleine. D'après les auteurs, leurs descendants formeraient une dynastie sacrée qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, une dynastie dont l'Église souhaite absolument dissimuler l'existence. Le bouquin révèle également qu'une société secrète nommée le Prieuré de Sion aurait juré protection à la dynastie. Mais quelle est la part de vérité derrière ces affirmations? Sont-elles le fruit d'une supercherie? Et si tel est le cas, qui est derrière et pourquoi? En 1982, Michael Bagent, Richard Lee et Henry Lincoln publient un livre intitulé L'énigme sacrée. Ils ont basé leurs recherches sur un livre français précédemment publié, consacré à une organisation secrète appelée le Prieuré de Sion. Dans ce livre, l'auteur avance la théorie selon laquelle Marie-Madeleine aurait fui la Terre Sainte pour ensuite accoucher de l'enfant Jésus, et cet enfant serait à l'origine de la dynastie des rois mérovingiens français. L'objectif du prieuré de Sion, une des principales raisons de son existence, c'est la protection des secrets. Il existe des informations religieuses et spirituelles qui ne peuvent être dévoilées qu'à un certain moment dans l'histoire de l'humanité. Parce que la société doit être prête à recevoir ces informations, car elles sont susceptibles d'être considérées comme hérétiques ou choquantes. D'après le bouquin L'énigme sacrée, un des secrets conservés par le prieuré de Sion serait la preuve indiscutable du mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Une preuve qui menacerait les dogmes religieux et mettrait à mal plus de 1000 ans de croyances chrétiennes. Il est possible que Marie-Madeleine ait été enceinte de l'enfant du Christ. Nombreux sont ceux qui se demandent si Jésus a été marié et si ce détail n'aurait pas été volontairement omis dans la Bible.
parce qu'à l'époque, il était tout de même très inhabituel pour un homme juif de 30 ans de ne pas être marié. Marie-Madeleine se trouvait au pied de la croix. Elle était avec les apôtres. C'est à elle que Jésus s'est présenté lors de la résurrection. Elle est présente partout. Et c'est pourquoi la théorie du mariage entre Marie-Madeleine et le Christ est si populaire et tient debout. Et c'est aussi en partie grâce au roman de Dan Brown. J'ai lu L'énigme sacrée des années avant que ne paraisse le roman de Dan Brown. Et l'énigme sacrée soutient la théorie selon laquelle le texte des noces de Cana avait été réécrit. Que ce texte relatait à l'origine le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine. Ce bouquin a repris des théories très anciennes pour les remettre au centre d'une intrigue et créer la sensation. Lorsque l'énigme sacrée est sortie en librairie, il révélait l'existence d'une organisation secrète nommée le Prieuré de Sion, dont la mission consistait à protéger la descendance du Christ. Mais le plus frappant dans ce bouquin était que les auteurs soutenaient la théorie selon laquelle la dynastie mérovingienne proviendrait directement de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. La dynastie mérovingienne serait donc une lignée christique. Et cette idée a bien évidemment suscité l'excitation et la curiosité. Vint ensuite le Da Vinci Code de Dan Brown, qui n'ajoute pas grand-chose au débat. Le bouquin se concentre surtout sur le Prieuré de Sion, sur l'idée d'une société secrète dont la mission est la protection de la descendance de Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Bien évidemment, le scandale, largement relayé par la presse, est que ces bouquins en arrivaient à la conclusion que Jésus était marié et qu'il a eu une descendance. Ce fut un choc pour les personnes qui croyaient que l'Église leur disait la vérité, mais aussi pour l'Église catholique elle-même, parce que la théorie allait à l'encontre de 2000 ans de dogme. Si Jésus a eu une descendance, alors le pape ne sert plus à rien, car il est censé être le représentant religieux le plus important de la planète. Si les descendants de Jésus entrent dans le tableau, le rôle même du pape est remis en question. À quelle autorité peut prétendre un homme élu face aux descendants directs du Christ ? L'énigme sacrée a connu un succès planétaire, et le Prieuré de Sion est alors devenu une organisation au sinistre dessein aux yeux du public, qui a commencé à se demander ce qu'on lui cachait d'autre. Quels autres faits ont été cachés pendant des siècles? Qui fait partie de cette organisation? Que contrôle-t-elle réellement, et est-ce qu'elle contrôle nos gouvernements? Dans les années 70, un Français se présente comme étant le grand maître du Prieuré de Sion. Il s'appelait Pierre Plantard et il a accepté de répondre aux questions de la BBC à Paris. Pouvez-vous nous dire si le Prieuré de Sion existe encore aujourd'hui? À l'heure actuelle, Sion existe toujours. Monsieur Plantard, vous dites que le Prieuré de Sion vous a soutenu pendant des siècles. Nous avons soutenu Sion. Et Sion nous a soutenus. Nous? Qui est ce nous? Nous, je parle de la lignée mérovingienne. Car notre lignée est issue de Dagobert II. Les Mérovingiens, ce sont eux qui ont fait la France. Plantard a déclaré être un descendant direct de la dynastie des Mérovingiens, mais il n'avait en fait strictement aucun lien avec cette lignée. Pierre Plantard n'était personne. Un simple éditeur de magazine à petit tirage. Donc, pas un grand nom de la presse. Mais cet homme aspirait à devenir un grand de ce monde et c'est pourquoi il a associé son nom à une ancienne dynastie royale. Car d'après lui, cela aurait pu lui fournir les moyens de devenir le roi de France, si ce n'est d'Europe. L'historien et auteur Andrew Goff a passé une grande partie de sa vie à enquêter sur le Prieuré de Sion. Il a récemment découvert l'endroit où s'est déroulée l'interview filmée de Plantard. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci de nous accueillir. C'est fantastique. C'est donc ici que l'interview s'est déroulée.
Plantard n'a donné qu'une interview et c'était ici même. Dans les années 70, Henry Lincoln, un des auteurs de l'énigme sacrée, l'a interviewé ici, dans ce qui était son appartement. Et Plantard a parfaitement tenu son rôle. Un peu nerveux, mais très distingué, un vrai gentleman, d'un certain âge dans un beau costume. Il ressemblait en tout point à l'image qu'on peut se faire d'un grand maître du prieuré de Sion. Au cours de son interview, Plantard est questionné sur un obscur petit village du sud de la France, appelé Rennes-le-Château. Il va déclarer que ce village renfermerait un secret, voire un trésor, mais pas forcément matériel. Monsieur Plantard, y a-t-il toujours un secret à Rennes-le-Château? Mais le secret n'est pas seulement à Rennes-le-Château. Il est aussi autour de Rennes-le-Château. Est-ce que son trésor sera trouvé un jour? Ici, vous me parlez d'un trésor matériel. Nous ne parlons pas de trésor matériel. Disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Il est possible qu'il existe autre chose autour de Rennes-le-Château. Cette interview est fascinante. Je n'oublierai jamais le regard de Plantard, tout à fait incrédule. Soit il se demandait comment le journaliste était au courant de la particularité de ce petit village, soit il se demandait comment il avait pu être pris au sérieux par ce journaliste, alors que ce n'était qu'une simple supercherie. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Lorsque le journaliste insiste pour que Plantard lui révèle le secret gardé par le prieuré de Sion, ce dernier devient moins loquace. Je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Le visionnage de cette interview est riche d'enseignements. Il est intéressant d'observer le comportement de Plantard. Il devient de plus en plus nerveux. Il parle du prieuré de Sion et ça ne semble pas l'embêter plus que ça. Mais quand le journaliste aborde le sujet des mystérieux secrets de Rennes-le-Château et qu'il lui demande de les lui révéler, la réponse de Plantard est particulière. Il répond que le secret ne se trouve pas à Rennes-le-Château, mais autour du village. Rennes-le-Château, un petit village du sud de la France, se trouve au cœur du mystère du prieuré de Sion depuis près de 40 ans. On dit que vers la fin du 19e siècle, l'abbé du village serait devenu extrêmement riche du jour au lendemain après avoir découvert un fantastique trésor. Mais ce trésor était-il simplement composé de pièces d'or ou était-ce quelque chose de plus grande importance ? Rennes-le-Château est un petit village de montagne qui présente des faits historiques assez uniques. Un abbé nommé Saunière officiait dans l'église du village. Et vers 1890, il entreprit de grandes rénovations dans son église. Et tout le monde s'est demandé d'où venait l'argent. Et la rumeur selon laquelle il aurait découvert un trésor enterré à l'intérieur même de l'église a commencé à circuler. Les questions à propos de l'abbé de Rennes-le-Château sont au nombre de 3. D'où lui est venu cet argent? Qu'a-t-il trouvé exactement? Et pourquoi a-t-il rénové l'église de cette manière? Parce que la décoration de l'église n'est pas commune. Ces questions à propos de ce village et de son abbé n'ont toujours pas de réponse aujourd'hui. Les hypothèses sur la teneur de la découverte de Saunière sont innombrables. A-t-il trouvé les tombeaux, voire carrément les restes du corps de Jésus ou de Marie-Madeleine, ou les deux? A-t-il trouvé un simple trésor datant de la Révolution française? A-t-il trouvé des informations considérées comme hérétiques par l'Église de l'époque? Des informations que l'Église tenait à garder secrètes, comme la non-crucifixion de Jésus? Les possibilités sont infinies. Le prieuré de Sion est très clair. Il existe des éléments d'une extrême importance à Rennes-le-Château. Et d'après moi, ce pourrait être un corps. Mais la question est, le corps de qui? Celui de Marie-Madeleine? Celui de Jésus?
Le prieuré de Sion serait une organisation clandestine et puissante dont la mission consiste à conserver des secrets dont la révélation serait fatale à la religion chrétienne. En effet, l'organisation détiendrait la preuve indiscutable que le Christ n'est pas mort sur la croix et qu'il s'est marié à Marie-Madeleine, avec qui il a fondé une famille. Le village de Rennes-le-Château, dans le sud de la France, est depuis longtemps un lieu de mystère étroitement lié à cette société secrète. D'après la légende, l'abbé du village, officiant à la fin du 19e siècle, Béranger Saunière, y aurait trouvé un trésor, car il est devenu du jour au lendemain incroyablement riche. Certains disent qu'il aurait trouvé la tombe de Marie-Madeleine, voire celle de Jésus-Christ, pendant que d'autres pensent qu'il aurait trouvé les trésors de Jérusalem. D'autres encore affirment qu'il aurait été grassement payé par le Vatican pour cacher et taire sa mystérieuse découverte. Rennes-le-Château est un joli petit village situé dans les montagnes du sud de la France, qui présente des caractéristiques intéressantes. Un abbé local, appelé Béranger Saunière, était responsable de l'église et vers la fin du 19e siècle, il a décidé d'y entreprendre des travaux. L'église était dédiée à Marie-Madeleine, ce qui est assez commun dans le sud de la France, car le culte de la Vierge Noire y est très implanté, son objet étant la vénération de Marie-Madeleine. Donc, Saunière a commencé à améliorer son église, s'est fait construire une grande maison et une grande tour. Il avait énormément d'argent à disposition, et la question était de savoir d'où provenaient ces fonds. L'historien Andrew Goff a passé des années à enquêter sur le prieuré de Sion et le mystère de Rennes-le-Château. Il est persuadé que l'abbé du village, Béranger Saunière, a délibérément laissé des indices sur la nature de ces découvertes dans la nouvelle décoration de l'église. Nous voici dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine. On y entre et on est accueilli par cette impressionnante figure diabolique. Le fait qu'une figure diabolique vous accueille dans une église catholique n'est pas commun. En fait, ce n'est pas une figure diabolique, c'est Asmodée, gardien du temple de Salomon et de son trésor. Asmodée est connu dans la mythologie biblique pour être le gardien du trésor du temple de Salomon, et il est très inhabituel d'en voir une statue à l'entrée d'une église. Saunière l'a-t-il placé à cet endroit pour signifier que dans cette église se trouve dissimulé un grand trésor? Certains chercheurs sont persuadés que l'abbé a laissé un indice sur les stations du chemin de croix dépeintes sur les murs de l'église. Voilà qui est intéressant. Les stations du chemin de croix sont assez similaires en règle générale. Mais cette image attire particulièrement mon attention. Elle représente le corps du Christ mis ou déplacé de son tombeau. Ce qui me frappe, c'est que cette scène se déroule de nuit, parce qu'on voit la lune dans le coin gauche du tableau. Or, d'après la loi juive, il était formellement interdit d'enterrer quelqu'un de nuit. D'après certains chercheurs, cette image attire l'attention sur le fait que quelque chose ne colle pas à propos de l'histoire de la mise au tombeau de Jésus, voire de sa crucifixion en elle-même. Cette image indique que le Christ a été déplacé de nuit et qu'il n'est donc pas mort après la crucifixion. Il existe également une curieuse représentation de Marie-Madeleine sur le maître-autel de l'église. Sur l'autel de l'église, on voit Marie-Madeleine dans une grotte qui se trouve vraisemblablement à Rennes-le-Château, car on peut y voir une montagne locale en arrière-plan. Elle se trouve à côté d'une tombe, les doigts entrecroisés, ce qui est une caractéristique classique des représentations de Marie-Madeleine dans l'art. C'est ainsi qu'on l'identifie. Elle se trouve donc à côté d'une tombe et face à une croix de bois, et 2 rameaux s'extraient de cette croix. D'après certains chercheurs, cette décoration indique que la tombe de Jésus se trouve dans le voisinage de Rennes-le-Château et qu'il y a eu 2 descendants à leur mariage. Ces 2 rameaux représenteraient la descendance directe de Jésus et Marie-Madeleine. C'est la pièce la plus intéressante que Saunière a fait construire. On y voit Marie-Madeleine dans une grotte et tout le symbolisme attendu y est représenté. Regardez ses doigts. Ils sont entrecroisés. Nous sommes donc certains que c'est Marie-Madeleine. Et si l'on regarde sur le côté gauche de la représentation, on peut clairement voir Rennes-le-Château. C'est mon interprétation.
L'abbé Saunière a également fait construire une tour dédiée à Marie-Madeleine dans son jardin. Dans la cage d'escalier, on y trouve une fenêtre qui donne sur les collines locales, abritant un ancien lieu de sépulture. Certains pensent que Marie-Madeleine y aurait été inhumée après avoir vécu en France. D'après cette théorie, Marie-Madeleine aurait quitté la Terre Sainte alors qu'elle était enceinte de Jésus en compagnie de Joseph d'Arimathie et se serait ensuite installée dans le sud de la France. Et le résultat est qu'un culte s'est répandu dans le sud du pays suite à la fascination exercée par le mythe de la venue de Marie-Madeleine. Ce qui me fascine avec les mystères de Rennes-le-Château, c'est qu'ils ont engendré de nombreuses théories. Est-ce que Saunière a trouvé de l'or ayant appartenu aux Visigoths après qu'ils aient pillé Rome et Jérusalem? Peut-être que le trésor du temple de Salomon se trouve dans cette zone. Ce qui expliquerait la longue présence des Cathares dans la région, car ils recherchaient eux-mêmes ce trésor. Ou Saunière a-t-il trouvé le corps de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine? A-t-il trouvé une preuve indiquant que Jésus n'a pas été crucifié, mais sauvé par des fanatiques religieux? Rennes-le-Château pourrait renfermer de nombreux trésors selon les théories. Le trésor pourrait être le corps de Jésus, peut-être celui de Marie-Madeleine, celui de leur enfant. Le village pourrait abriter un genre de caveau familial. Ou bien ce trésor pourrait être des documents, des preuves écrites, des évangiles qui prouveraient que la réalité historique est différente de celle contée dans la Bible. Et pour moi, ces derniers auraient bien plus d'importance, parce que des corps sont des corps, mais de la documentation d'époque serait bien plus intéressante. Le prieuré de Sion est une société secrète désormais connue du monde entier grâce à son rôle prépondérant dans le roman de Dan Brown, le Da Vinci Code. L'organisation prétend détenir des informations réfutant la mort de Jésus sur la croix et des preuves de son mariage avec Marie-Madeleine, la création d'une famille et sa fuite vers le sud de la France. Mais ces preuves existent-elles réellement? Et l'organisation en elle-même? Gino Sandri est un artiste français qui dit être membre du prieuré de Sion. Pendant des années, il a été le bras droit de Pierre Plantard, ancien grand maître de l'ordre. Sandri vit aujourd'hui à Paris et il a accepté de répondre à nos questions. Je veux dire, comme membre appartenant au prieuré de Sion, donc j'étais aux côtés de Pierre Plantard, qui m'avait demandé de l'assister. Et j'étais secrétaire général, c'est-à-dire que dans la pratique, j'étais chargé de la communication extérieure. Les travaux du prieuré de Sion étant par nature interne, je peux dire une chose, c'est qu'une grande. Et il y a eu d'excellentes études récemment. L'idée d'un trésor à Rennes-le-Château était connue avant que Pierre Plantard n'en parle. Devinez, il ressentait qu'on déplaçait l'histoire sur un autre terrain, qu'elle devenait vie. Il y avait simultanément, comment dire, un autre but, mais en lien, donc attirer le grand public à Rennes-le-Château, donc qui devenait, qui de ce fait construisait lui-même l'histoire de Rennes-le-Château, attirer tout le monde, et puis aussi utiliser Rennes-le-Château pour révéler de façon légendaire, cryptée, certaines affaires, selon le plan que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, l'histoire des Mérovingiens, l'histoire des rois mérovingiens, que l'on fait aller à Rennes-le-Château. Le mystère entourant le prieuré de Sion s'est encore plus épaissi à la suite de la découverte des dossiers secrets à la Bibliothèque nationale de Paris en 1964. Ces dossiers divulguent non seulement l'histoire de l'organisation, mais également une liste de ses grands maîtres.
Une des plus grandes preuves, entre guillemets, de l'existence du prieuré de Sion, ce sont ces documents qui ont été trouvés à la Bibliothèque nationale de Paris, où sont conservées les archives nationales françaises. Dans ces dossiers figure la liste des grands maîtres de l'organisation remontant à l'époque des Templiers. Et cette liste mentionne nombre de gens connus, comme Léonard de Vinci, Isaac Newton ou encore Jean Cocteau. C'est une liste complète. Il y a De Vinci, des figures importantes, des artistes, des peintres qui ont traversé les époques. Cette liste nous indique que les premiers chefs du prieuré de Sion étaient des Templiers. Et dans ces dossiers figure également l'arbre généalogique de Jésus. Ce qui m'intrigue dans ces dossiers, c'est que certaines des personnes mentionnées ne pouvaient être grands maîtres du prieuré de Sion pour la simple et bonne raison que le prieuré de Sion n'existait pas avant 1956. Mais ce ne sont pas des noms quelconques, ce sont des noms de personnalités connues, certes, mais dont le point commun est d'avoir été intéressés par l'ésotérisme, et pour la plupart, cet intérêt n'était pas vraiment connu du grand public, ni même des historiens de l'époque. Isaac Newton s'intéressait à l'alchimie. De Vinci était féru d'ésotérisme, et cela nous ne le savons que depuis très récemment. La personne qui a créé cette liste était très bien informée sur l'ésotérisme et les personnalités qui s'y sont intéressées. D'après ces dossiers secrets, le prieuré de Sion est une ancienne organisation dont la création remonte à l'époque des croisades. Ces croisades étaient menées par les grands maîtres, et leur mission était de cacher l'existence et de protéger la sainte lignée remontant à Jésus-Christ et Marie-Madeleine, voire avant, à l'époque de David. Nul ne sait qui a introduit ces dossiers secrets dans la Bibliothèque nationale de Paris, mais nombreux sont ceux qui pensent que c'est Pierre Plantard en personne, afin de donner une légitimité historique à son organisation. C'est juste une série de documents introduits par Plantard à la Bibliothèque nationale. Il a ensuite fait semblant de les découvrir. Et grâce à cette découverte, il pouvait prouver que la dynastie royale mérovingienne, dont il faisait partie, remontait à Jésus-Christ. S'il prouvait que le Christ n'était pas mort sur la croix, par exemple, cela aurait pu avoir un impact sans précédent, surtout si cette information a été révélée au mauvais moment et aux mauvaises personnes. Le prieuré de Sion se manifeste donc à intervalles irréguliers. Il lâche des informations, puis ensuite ils redeviennent une cellule dormante, pendant des siècles parfois. Et ces informations sont transmises de père en fils, au sein de l'aristocratie, au sein des sociétés secrètes, à travers des rituels. Ces informations sont codées et gardées secrètes jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les comprendre et les accepter. Le Britannique Nicholas Haywood prétend être un de ces passeurs d'informations. Il dit être un des porte-paroles actuels du prieuré de Sion, mais de manière officieuse. D'après ses dires, l'organisation est bien réelle et toujours très active de nos jours. Nous représentons un courant invisible qui détient en sa possession des connaissances vitales, vitales à l'homme, car elles concernent son évolution et son passé. Plusieurs civilisations se sont succédées sur notre planète, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Et notre objectif a toujours été de superviser l'évolution de l'homme, rien d'autre. Bien évidemment, nous étudions des sujets ésotériques et mystiques, et ça ne peut être autrement, car les origines de l'homme sont mystiques. Les membres ne sont pas censés divulguer leur appartenance à l'organisation. Ils le nieront d'ailleurs toujours, même si cela peut leur causer des préjudices, qu'ils soient d'ordre judiciaire, d'ordre politique ou d'ordre financier. Nos membres pourraient vivre des événements peu plaisants, mais cela fait partie du contrat. Vous devez garder le secret, à moins que vous ne soyez porte-parole. Je ne connais d'ailleurs que 2 autres porte-paroles du prieuré de Sion. Qui sont-ils?
Je préfère ne pas le dire, mais j'agis en tant que tel. Et en termes de nombre, vous êtes combien? Je n'ai pas le droit d'en dire plus. Je pourrais avoir des problèmes. C'est une société qui a ses secrets. Des rituels secrets ayant une base ésotérique remontant à plus de 15 siècles probablement. Mais ce n'est pas une société secrète. Être membre d'une société secrète engage l'honneur d'un homme. Et pour en faire partie, les membres doivent garder secret leur poignée de main, leurs rituels, mais surtout leur appartenance et l'existence même de l'organisation. Sinon, en quoi est-elle secrète? Ce n'est donc pas une société secrète, mais une société qui a des secrets. Heywood confirme qu'un grand trésor est protégé à Rennes-le-Château, mais que ce n'est pas le corps de Jésus-Christ. Non, le corps de Jésus n'a pas été ramené à Rennes-le-Château. Je peux vous le confirmer. Cela n'a rien à voir avec son corps ni son tombeau. Le prieuré de Sion est une énigme de l'histoire moderne. Ses membres disent faire partie d'une ancienne organisation secrète dont la mission est de protéger les preuves de la non-crucifixion de Jésus, de son mariage à Marie-Madeleine et de l'existence de sa descendance qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Une histoire incroyable, mais est-elle vraie? Le prieuré de Sion est une fabrication. L'idée qu'un groupe de personnes protège la descendance du Christ est une invention complète. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que des sociétés secrètes ont existé et existent toujours. Ces organisations préservent peut-être des informations qui vont à l'encontre des dogmes religieux et politiques, voire des preuves matérielles, et tant mieux pour elles. Je ne pense pas que le prieuré de Sion soit ce genre d'organisation, car elle a été fondée par Pierre Plantard et ses amis en 1956. Le livre « L'énigme sacrée », publié en 1982, prétend que l'abbé du village de Rennes-le-Château, Béranger Saunière, aurait découvert des parchemins secrets à la fin du XIXe siècle, alors qu'il faisait des rénovations dans son église, et que ces parchemins faisaient allusion à un trésor sacré enfoui dans le village. D'après l'auteur Jean-Luc Chomeil, un aristocrate français nommé Philippe de Chérizet, ainsi que Pierre Plantard, serait à l'origine de ces parchemins, et le prieuré de Sion ne serait qu'un canular très élaboré. Chomeil prétend d'ailleurs détenir des documents qui le prouveraient. Voici le bouquin que De Chérizet a utilisé pour créer les parchemins de Rennes-le-Château. Il prétend que De Chérizet et Plantard ont prélevé des textes d'un vieux bouquin pour créer de toutes pièces le parchemin codé révélé au monde dans l'énigme sacrée. Ils ont ensuite ajouté certains mots-clés au texte, dont Sion, pour lui faire dire ce qu'il désirait. C'est l'origine de toute l'histoire. S'il n'y a pas de parchemin, il n'y a pas d'histoire. C'est clair. D'après Chomeil, Pierre Plantard lui aurait demandé de ne surtout pas révéler la supercherie qu'il était sur le point de mettre en place. Il m'a donné ces informations et m'a dit de ne surtout pas les publier à l'époque. Il m'a demandé de ne les publier que 20 ans après sa mort. Plantard disait descendre de la dynastie royale mérovingienne. Il était donc le mieux placé pour prétendre au trône de France. C'est quelque chose qu'il souhaitait désespérément. Et il a utilisé les dossiers retrouvés à la Bibliothèque nationale pour tenter d'atteindre son but. Plantard et ses collègues ont construit le mystère de Rennes-le-Château de toutes pièces pour donner du poids à cette histoire de rois mérovingiens et de leur descendance christique. C'était très ingénieux et brillant comme stratagème.
L'idée de falsifier une descendance pour devenir roi aurait pu fonctionner il y a de cela 500 ans, au Moyen Âge. Mais ça n'allait pas marcher au XXe siècle. C'était impossible. Je trouve incroyable que ces gens n'aient pas été moqués par Paris, par la France entière, après une telle mascarade. Après enquête approfondie, les trois figures principales derrière le prieuré de Sion ont un passé trouble. À quel point peut-on les prendre au sérieux? En effet, Philippe de Chérizay était un comédien et aristocrate sans le sou. Gérard de Sède, un auteur sans succès. Et Pierre Plantard, un escroc notoire. D'après moi, Plantard, de Chérizay et de Sède devraient être applaudis pour leur audace. Le canular a remarquablement bien fonctionné, bien plus que ce qu'ils auraient imaginé eux-mêmes, je pense. Ils ont essayé d'écrire l'histoire, enfin, de la réécrire, afin d'obtenir le pouvoir de décider de qui devait accéder au trône de France. Plantard était un escroc notoire, à la réputation sulfureuse. Il avait un long passif derrière lui. Il était connu pour avoir monté des organisations et prétendu ensuite que des milliers de personnes en faisaient partie, alors qu'il n'y en avait que 2. Le prieuré de Sion a vu le jour dans les années 50 en tant qu'association caritative, dont la mission était d'aider les personnes dans le besoin. On est bien loin de la dynastie des rois mérovingiens, du corps du Christ ou de quelque autre fantaisie du même acabit. Quand vous prétendez être le successeur au trône de France, ou rien que le fait de l'insinuer, vous n'allez pas vraiment être accueilli comme le Messie par les institutions. Et la justice française est entrée dans la danse et lui a rappelé qu'un système électoral était déjà en place en France et qu'il ne pouvait être roi. Ça ne s'est pas bien passé et il a été poursuivi en justice pour finalement admettre qu'il avait tout inventé et que c'était une escroquerie. Bien que la supercherie ait été reconnue, certains détails laissent encore planer le doute. En 1963, l'artiste et ancien grand maître de l'organisation, Jean Cocteau, peint une mystérieuse fresque murale dans une église londonienne. On peut y voir des indices corroborant les déclarations du prieuré de Sion. Jésus ne serait pas mort sur la croix. Lynn Picknett nous décrit cette fresque. Ce n'est pas une représentation biblique comme on a l'habitude d'en voir. Déjà, on doit imaginer que Jésus se fait crucifier, car il n'y en a aucune preuve. Il n'est pas représenté sur la fresque, on voit seulement les jambes d'un homme, rien de plus. D'après le prieuré de Sion, Jésus n'est pas mort sur la croix. Un autre homme serait mort à sa place. Dans le travail de Cocteau, effectué dans cette église londonienne, il y a plusieurs symboles de la mort et de la résurrection. Cette fresque représente la crucifixion, enfin plutôt celle d'un personnage qui serait Jésus, car en fait on n'en sait rien. On ne voit que les pieds de celui qui est crucifié. Il existe également une autre fresque devant cette peinture murale, sur laquelle on voit 2 personnes reliées par 2 M pour Marie et Madeleine, ce qui est un indice de la descendance. La dissimulation de codes et l'utilisation de symboles en art se fait depuis toujours. Et je pense que nombre de peintres ont reçu des informations secrètes à travers les âges et ont eu pour mission de révéler ces informations à travers leur art, de manière symbolique, afin que ces informations soient protégées, car les œuvres traversent le temps. C'est comme s'ils gravaient des informations codées dans la roche pour les générations futures. Et le symbolisme est le moyen idéal d'y parvenir. L'art est très souvent utilisé à des fins de dissimulation et de protection des informations. Et ici, nous avons cet intéressant personnage qui semble éprouver du remords et de la colère. Regardez son œil. Il a la forme d'un poisson, comme ceux des autres protagonistes. Mais celui-ci est le plus marqué, et il faut savoir que le poisson est un des symboles de la chrétienté.
Peut-être que sur cette peinture, nous voyons Jésus lui-même en train de regarder une personne être crucifiée à sa place. S'il y a un message à retirer de ce tableau, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix, donc il n'est pas le Rédempteur et il n'a rien de spécial. Je ne pense pas que la crucifixion soit un trucage, comme si on avait voulu faire croire que le Christ était mort et qu'il avait ensuite accompli ses prophéties en ressuscitant. Je pense que l'idée est insultante à bien des égards et pour beaucoup de monde. L'idée du prieuré de Sion est insultante et surtout loufoque. Le prieuré de Sion est une grande énigme de l'histoire. Mais est-il réel ? Cette organisation séculaire qui a juré de protéger le secret de la non-crucifixion de Jésus et de son mariage avec Marie-Madeleine existe-t-elle réellement ? Ou n'est-ce qu'une vaste supercherie mise au point par Pierre Plantard et ses acolytes dans les années 60 ? Le roman Da Vinci Code, ainsi que le film qui en a été tiré, a attiré les projecteurs sur le prieuré de Sion et la théorie de la dynastie christique pour fasciner des millions de personnes à travers le monde. Certains s'accordent même à dire que le prieuré se trouve derrière le film, afin d'attaquer indirectement les fausses doctrines prodiguées depuis des siècles par le Vatican. La plupart des historiens sont formels. Aucune preuve ne permet d'établir réellement l'existence des hypothèses défendues par le prieuré de Sion. Les adeptes de la théorie du complot, eux, continuent d'enquêter. Mais la théorie selon laquelle les récits sur la vie de Jésus pourraient avoir été modifiés à travers les siècles devient de plus en plus admise. L'idée qu'une figure plus humaine que divine soit à l'origine du christianisme est progressivement acceptée. L'objectif du prieuré de Sion est de faire progresser l'humanité, de l'amener à avancer. Et cela peut très bien signifier de passer par la destruction de plusieurs dogmes religieux, sociaux, idéologiques ou patriotiques. Car ce genre de dogme empêche l'humanité de progresser. Rares sont les opportunités dans l'histoire permettant la révélation d'une information d'aussi haute importance. Car il faut que l'humanité soit prête à l'entendre. Mais une fois qu'elle le sera, alors l'humain acceptera la vérité. Le prieuré de Sion est un savoureux mélange de plusieurs mythes et légendes qui aboutit à une histoire passionnante, mystique et romantique qui passionne les foules depuis des décennies. Je ne pense pas que l'organisation puisse détenir un élément susceptible de bousculer les principaux préceptes du christianisme. Je ne pense pas. Le fait que Jésus ait une descendance ne rendrait pas les gens furieux comme certains pourraient l'imaginer. Je ne pense pas que cela changerait la foi des gens. La foi chrétienne va bien au-delà de ce simple détail. Je ne pense pas que le prieuré de Sion soit réel, bien que de nombreuses personnes prétendent en faire partie. Je ne pense pas que l'organisation en soi existe. Trop de preuves décrivent Plantard comme un mythomane et un escroc. Ces descriptifs se suffisent à eux-mêmes. Pas la peine de chercher plus loin, d'après moi. Nous ne savons pas avec certitude si le prieuré de Sion existe ou non. Ils se montrent de temps à autre, lèvent le voile pendant une semaine ou deux, nous sortent une petite phrase choc, puis retournent dans l'ombre. J'aimerais beaucoup avoir des preuves plus flagrantes de leur existence, une sorte de validation. Tout ce qui touche au prieuré de Sion me fait penser à un kaléidoscope. Les images bougent et bougent encore. On a l'impression qu'elles se fixent. En fait, non. Et lorsqu'on regarde encore, on voit les choses clairement. Puis d'autres fragments apparaissent de nouveau. Aucun indice ne vient prouver de manière claire et définitive l'existence du prieuré de Sion. Cette organisation existe depuis bien longtemps, mais elle a été connue sous différents noms. C'est pourquoi il est difficile d'en retracer l'histoire.
Et facile pour les sceptiques de dire qu'elle n'existe pas. C'est un autre moyen de protéger les informations à travers l'histoire. Elles circulent par un courant invisible, passent par différents groupes, et à certains moments, ces informations sont assemblées et révélées, petit à petit. Il est possible que les secrets gardés par le prieuré de Sion soient la réalité. Que Jésus se serait marié à Marie-Madeleine, qu'il ait fui en sa compagnie vers la France afin d'éviter de plus amples problèmes avec les autorités de Jérusalem. Il est également possible que le couple ait été enterré à Rennes-le-Château et que les preuves de ces événements soient restées secrètes à travers les siècles. Et c'est en cela que réside le plus brillant tour du prieuré de Sion, de fusionner histoire et théorie du complot, de manière à ce que des éléments de vérité se trouvent disséminés dans l'ensemble, afin que chaque personne croie en sa propre version des faits. Ajoutez à cela le succès populaire qu'ont connu l'énigme sacrée et le Da Vinci Code. Le prieuré de Sion s'est invité dans des milliers de foyers à travers la planète, et une légende urbaine moderne venait de voir le jour.